À suivre les dérèglements du climat sur notre planète. 3 ans après les accords de Paris, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. On en parle avec Dominique Bourg, l'invité du Grand Angle. Bonjour Dominique Bourg et merci d'être avec nous en direct de Genève. Bonsoir. Vous êtes français, philosophe, professeur de philosophie environnementale à l'Université de Lausanne. Avant de parler d'écologie politique ou d'écologie d'ailleurs, ou de politique de l'écologie, notamment en France, avec la taxe carbone sur les carburants et la révolte des Gilets jaunes dont on vient de parler, d'abord ce constat inquiétant. Les engagements pris par le monde entier au sommet de Paris il y a 3 ans ne sont pas respectés. Au lieu de diminuer, je le disais, les émissions de gaz à effet de serre vont encore augmenter de plus de 2% en 2018. On peut dire qu'on va dans le mur en klaxonnant? Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Les émissions, elles ont en gros augmenté depuis le début de la révolution industrielle. Il y a eu un tassement au moment de la crise économique 2008-2009, mais en 2010, on avait déjà rattrapé. Il y a eu à un moment donné un autre tassement vers 2014 avec la Chine qui a ralenti sa production d'électricité thermique en fermant des centrales à charbon. Mais en fait, depuis 2 ans, elles repartent de plus belle. Et comment on peut expliquer cet échec, d'après vous? Qui est responsable de cet échec? D'abord les gouvernements? Oh, écoutez, je crois que c'est à peu près tout le monde qui est responsable. Alors, les gouvernements, évidemment, ils prennent toujours des engagements à très long terme. Mais on n'a jamais, en fait, si vous voulez, une espèce de backcasting qui ferait qu'on nous dit, ben voilà, pour atteindre cet objectif, dès cette année, il faut atteindre l'objectif intermédiaire, etc. Ça, on ne l'a pas, pratiquement jamais. Les banques continuent à investir dans les fossiles comme ça n'est pas possible. Il y a un certain nombre d'entreprises qui font des choses, mais ça reste modeste et c'est de loin pas toutes. Et puis, les citoyens, alors bougent. Eux, franchement, c'est sans doute probablement la partie qui bouge le plus. D'ailleurs, on le voit là, les médias n'en parlent pas, mais aujourd'hui, il y a eu des manifestations en France pour le climat, et autant samedi, il y avait très peu de monde à Paris, on peut le comprendre, autant là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde dans les rues françaises. Et donc là, c'est quand même, si vous voulez, un bon signe. Même dans ce cas très particulier de la crise des Gilets jaunes, les gens ne mélangent pas tout. Ils ont refusé une certaine forme de fiscalité, mais ils ne refusent pas le fait d'essayer de changer pour améliorer la situation climatique. On va reparler de la situation de la France et des Gilets jaunes, mais d'abord sur un rôle sur votre philosophie, j'allais dire, puisque vous êtes professeur de philosophie environnementale. Vous êtes un penseur de l'écologie politique. Comment est-ce que vous pourriez nous la définir en quelques mots ? Il faut déjà la définir de façon historique. L'écologie politique, alors côté français, on va faire naître les choses vers la fin des années 60, années 70. C'est le moment où on se dit que finalement, ça va vous rappeler quelque chose, on va pas y arriver avec des petits changements incrémentaux, avec simplement des techniques, mais il faudrait refondre l'organisation sociale. C'est pas sans lien avec ce qu'on entend aujourd'hui. Bon, ça, c'était le message de l'écologie politique, qui est surtout une question de pensée à l'époque. Et puis, petit à petit, elle va se traduire sous la forme d'une écologie politique partisane. Et là, je dois dire, si je fais le bilan de ce qui existe depuis la candidature de René Numont en 1974, c'est quand même pas mirobolant. C'est l'écologie politique, elle a peu marqué. J'allais dire, aujourd'hui, l'écologie, on le sait, c'est devenu une préoccupation, une priorité pour tous les citoyens. Et on voit bien que malgré quelques avancées, parfois électorales ces derniers temps, où les partis écologistes ont progressé dans certains pays, ces partis, justement, n'arrivent pas au pouvoir, ou simplement, ils n'arrivent pas à infléchir les politiques. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, je serais plus nuancé. Je dirais effectivement, dans un pays comme la France, hyper centralisé, ils ont participé au pouvoir avec la gauche plurielle, etc. Franchement, en matière d'environnement, ça n'a pas changer la donne, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, si vous voulez, si les écologistes sont plus crédités, c'est qu'ils ont la possibilité, en quelque sorte, de faire leurs preuves à une échelle plus locale, au niveau d'un land en particulier, et du coup, on les voit mieux comme des gens capables de gouverner, alors qu'en France, on le voit beaucoup moins, et puis quand ça a été le cas, il y a eu toujours des petites guerres pico-collines qui ont fait que la perception de l'écologie politique est mauvaise. Justement, à propos de participation au gouvernement, vous avez récemment quitté la fondation Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui a été ministre de l'Environnement et de l'Écologie pendant 1 an et demi en France. Vous étiez le vice-président de cette fondation Nicolas Hulot. Le bilan de Nicolas Hulot comme ministre vous a déçu ?
Bah, écoutez, c'est le premier à être déçu. Hein. Je veux dire, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas pu faire grand-chose. Il en a tiré lui-même les conséquences. Et en fait, je dirais que le geste principal de Nicolas Hulot a été son départ et les raisons pour lesquelles il est parti. Ça, je pense que ça a énormément marqué les Français. C'était une espèce de prise de conscience forte de l'impossibilité qu'il y a à avancer sur ces plans-là sans des changements plus structurels. Mais c'est désespérant. Ça veut dire que le poids des lobbies, des intérêts industriels est toujours prépondérant et que c'est ça qui freine ou bloque les gouvernements. Alors oui, alors bien sûr, il y a le poids des lobbies, mais je ne suis pas non plus absolument certain que tous les citoyens aient vraiment envie de prendre le taureau par les cornes et d'assumer un certain nombre de changements. Mais on voit, cela dit, maintenant que ça change complètement. Je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, quand il y avait des manifestations pour le climat, c'était quelques centaines de personnes dans un pays. C'était assez ridicule. Vous avez vu, en France, pour la 3e fois, vous avez eu entre 100 et 150 000 personnes qui se sont déplacées dans la rue. Vous aviez 65 000 personnes récemment à Bruxelles. Dominique Bourg, est-ce que c'est pas trop facile toujours de reporter la responsabilité sur les citoyens? Les citoyens, ils font plein de choses pour la planète. Mais c'est au gouvernement à agir, aux industriels à agir en premier. Non, mais entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que les citoyens qui sont fautifs et que nos gouvernements font. C'est une manière de dédouaner les gouvernements. Ah ben non, il ne s'agit pas du tout de dédouaner les gouvernements. Les gouvernements, alors là, non, alors là, vous m'avez mal compris, absolument pas. Hein. Non, mais je ne dis pas vous, c'est le discours dominant. Oui. Souvent, on dit aux citoyens, faites vous-même, mais il y a aussi d'autres choses à faire. Alors, on l'a vu par exemple dans la crise des Gilets jaunes. Enfin, là, c'est complètement évident. Là, la réaction des gens, elle est totalement fondée. Premièrement, on avait, si vous voulez, une taxation dont les fruits n'allaient aller qu'à minima, 10-11%, je crois, à la transition écologique. On avait une taxation qui était complètement paradoxale et contradictoire parce qu'on taxait certaines choses et pas le reste. On n'avait pas une politique globale de taxation qui visait à réduire les émissions. Hein. Et donc là, ça, les gens s'en aperçoivent. Et puis, effectivement, quand on voit une certaine partie de la population, et d'ailleurs, c'est pas forcément ceux qui manifestent, ceux qui sont encore plus pauvres, mais en tout cas, ceux qui manifestent ont déjà des problèmes de budget qui sont énormes. Alors, on ne peut pas, d'une part, continuer à les taxer, puis surtout, ils ont bien compris, les gens, qu'en fait, c'est une taxe qui était vouée à évoluer, à augmenter. Donc, ils sont déjà dans la difficulté, et on leur annonçait à l'avance qu'ils seraient de plus en plus dans la difficulté. Oui. Ne vous étonnez pas que ça mette les gens en rage, c'est normal. Oui, mais est-ce que c'est ça que je trouve intéressant. Permettez-moi, justement, je trouve ça vraiment intéressant de voir la jonction qui a pu se faire par endroits entre gilets jaunes, et puis je ne dis pas tous les gilets jaunes, mais en tout cas un certain nombre de gilets jaunes, et la protestation climatique, c'est vraiment intéressant. Et moi, je me souviens d'ailleurs, dès le début du mouvement, il y a des gens qui vous disaient, mais nous, on n'est pas du tout contre l'écologie. Nous, on ne peut pas faire ce qu'on nous demande, ce qui est juste. Oui, mais est-ce que vous pensez que l'écologie, elle passera aussi par la fiscalité? Une taxe carbone, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à supporter par certaines catégories de la population, mais c'est aussi une bonne chose pour limiter la production et l'utilisation de carbone. On est complètement d'accord là-dessus, mais ça suppose précisément que les gens qui sont aujourd'hui dans une espèce de nasse carbone, qui sont dans ce qu'on appelle de manière plus générale la précarité énergétique. Oui. Si vous les taxez unanimement, ça n'a absolument aucun sens. Le problème, c'est de les aider à sortir de ces trappes. Alors là aussi, eux-mêmes ont sans doute un petit effort à faire. Il y a des choses à changer, il faut mutualiser les trajets, etc. Mais en tout cas, si vous ne les aidez pas, s'il n'y a pas un accompagnement, et puis si le fruit de la taxe n'est pas là pour précisément sortir les gens de la précarité énergétique, votre taxe, elle est totalement injuste sur une part de la population. Donc je ne suis pas en train de rejeter le principe de la taxe, je ne vois pas comment on peut faire. Simplement, si vous voulez, ce qui est très délicat en écologie, c'est que vous ne pouvez pas jouer sur de tels instruments quand vous avez des disparités sociales énormes. Alors, quand vous avez une partie des gens qui sont dans la pauvreté ou qui s'en approchent, eh bien, cet instrument, qui est un bon instrument en général, là rencontre une limite. Donc sans accompagnement, ça n'est pas possible. Alors vous venez de publier une tribune qui est d'ailleurs assez dur vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Selon vous, le président français, il porte la plus grande responsabilité dans la crise qui dure en France depuis 4 semaines? Alors, d'une part, la tribune n'est pas encore publiée, mais oui, ce que j'ai dit dans ce papier, c'est qu'effectivement, lui et les institutions qui sont les nôtres, en fait, la Ve République
me paraît vraiment un régime, si vous voulez, qui est absolument impossible à tenir dans une époque comme la nôtre. Ça collait bien avec les 30 Glorieuses parce que les salaires augmentaient, si vous voulez, indéfiniment, et puis en quelque sorte, on avait l'impression d'avoir plus qu'une bouée de sauvetage chaque année. Bon, là, c'est fini, et c'est sans doute fini pour un temps très long. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, de focaliser tous les pouvoirs sur un seul personnage, bah évidemment, ça rend le système politique extrêmement fragile. Et en plus, quand le personnage en question, au rebours de la manière dont il s'est comporté pendant sa campagne, où il a mis en avant l'horizontalité, la bienveillance, etc., et qui du jour au lendemain, si vous voulez, monte sur le trône de Jupiter, et puis ensuite, qui, à la limite, c'est presque son inconscient qui parle, ouais. ne cesse de distiller, si vous voulez, des propos qui effectivement, venant de quelqu'un qui est censé représenter l'ensemble de la population, ont été conçus comme extrêmement méprisants. Je ne pense pas que c'est sa volonté, mais en tout cas, il est débordé par son inconscient, notre président. Dominique Bourse, là c'est presque plus le philosophe qui parle, mais c'est le politique. J'ai lu que vous alliez peut-être vous engager en politique et peut-être représenter une liste aux européennes. Est-ce que c'est vrai ? Oui, non, c'est pas faux, mais les choses sont pas encore faites. Je m'engage auprès de Delphine Batho, mais même si je m'engage en politique, je suis désolé, j'ai fait 40 ans de vie de philosophie, je vais pas les abandonner, et j'aurais sans doute pas l'attitude d'un politique classique. Si on me dit quelque chose d'intelligent venant d'un autre parti, je reconnaîtrai que c'est intelligent. Alors, encore un dernier mot sur le progrès des populistes dont vous parlez dans cette chronique, un peu partout dans le monde. Est-ce qu'elle vous fait peur, notamment d'ailleurs ces populistes qui en fait ne veulent pas affronter les défis écologiques, qui les nient ? Alors, de manière générale, les populistes sur la scène internationale sont effectivement des gens qui dénient, parce que nier, ça devient fort, mais qui dénient les problèmes écologiques. Alors avec Trump, évidemment, sur un piédestal, mais Bolsonaro, qui sera sans doute encore pire, probablement dans le genre. Et là, on voit qu'il y a effectivement une dynamique dangereuse, parce que ce type d'individu odieux et qui s'appuie, si vous voulez, qui appuie la légitimité de son pouvoir sur le fait de désigner une cible, et de massacrer une partie, symboliquement dans un premier temps, mais Bolsonaro, ça risque de ne pas être symbolique, une partie de la population pour contenter une autre, ça effectivement c'est un type de régime horrible. Merci Dominique Bourge. Je rappelle aussi que vous donnez des cours d'écologie politique sur Internet, un MOOC comme on dit en anglais, sur le site www.coursera.org, et puis vous êtes aussi le directeur de la revue numérique La Pensée écologique, qui est très bien faite sur le site lapenséécologique.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Genève.